Bonsoir, bienvenue dans votre journal des sports. Et ce soir, pour nous accompagner tout au long de l'émission, les organisateurs de l'Enduro des Grandes Vallées, un raid VTT organisé sur les hauteurs de Montaigu. Avec nous également Benoît Drujon, l'Aubois de Big Mat Aubert. Et comme son frère, il brille en début de saison puisqu'il s'est adjugé la manche de Coupe de France DN2 disputée à Buxerolles. Mais avant cela, avant d'évoquer tout cela, regardons ce qui nous attend dans le sommaire. Du football avec le déplacement de l'Estac au stade de la Libération à Boulogne-sur-Mer vendredi. Encore une fois, les joueurs de Jean-Marc Furlan espéraient bien enchaîner. Autre match de football bien important aussi, celui des U19 pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Les jeunes joueurs troyens recevaient Valenciennes. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par du motoball avec le cadrage retour de la Coupe de France. Le Suma recevait Robion et au match aller, les Diables Rouges avaient ramené un match nul de leur déplacement dans le sud. Mais avant tout cela, revenons à l'actualité avec le football et le déplacement de l'Estac à Boulogne-sur-Mer, le relégué de Ligue 1. Une rencontre toujours difficile sur les côtes nordistes, même si les Boulonnais restaient sur une série inquiétante de 3 défaites consécutives. Résumé du match. Quel aurait été le scénario du match si à la 5e minute, le défenseur de l'Estac, Vincent Carlier, n'avait pas glissé, laissant du même coup le champ libre à Grégory Thiel le soin de battre Blondel. Car à part cette réalisation, les nordistes n'avaient rien montré dans cette première période, même si les Boulonnais s'étaient procuré les 2 plus grosses occasions, heureusement bien enrayées par Blondel. La main mise sur le jeu toutefois était bien troyenne, mais comme souvent, les joueurs de Jean-Marc Furlan ne concrétisent pas leur domination. Carlier eut 2 fois l'occasion de se racheter, mais à chaque fois, le stopper de l'Estac ne trouva pas la mire. En seconde période, l'emprise sur le jeu est encore plus forte pour l'Estac. Les Boulonnais ne sortiront que rarement de leurs 40 mètres. Une seule fois, à vrai dire, en fin de match et sur corner, une bourrasque viendra aider le ballon nordiste à rentrer dans les buts troyens et à tromper Blondel. Bien que les Aubois vont dominer cette fin de match, une fois de plus, ils doivent s'incliner à l'extérieur, 2-0. Normalement, ça aurait dû être une bonne soirée pour nous. C'était vraiment parce que l'Estac a joué sur sa valeur avec ils ont vraiment eu l'objectif et l'ambition de jouer sur un match plein. Et un match, je pense que vous avez vu une équipe de l'Estac qui jouait sur son potentiel, voilà, sur son vrai potentiel. Du côté boulonnais, on s'estimait heureux d'une telle issue et on admettait la supériorité troyenne dans le jeu. On est en difficulté en permanence parce qu'il y a vraiment de bons joueurs de ballon, quoi. Si j'utilisais un peu plus la profondeur, je pense qu'on aurait pu prendre mal, quoi. On aurait pu prendre vraiment mal. Depuis le 14 janvier dernier, Troyes s'est montré incapable de ramener le moindre point en déplacement, ni même d'inscrire le moindre but dans le jeu. On fait le point avec les résultats et classements de ce championnat de France de Ligue 2 avec notamment les résultats du voisin sedanais qui a donc été accroché sur son terrain de Louis de Gouguez, 1 but partout face au Havre. Dans le même temps, Ajaccio a battu Reims logiquement, 3-0. Clermont a été accroché sur son terrain par le leader Le Mans, 0-0 au classement. Cela donne Ajaccio en tête, 1 point d'avance sur Le Havre et Le Mans. L'Estac est en 10e position, 39 points, 6 points de retard seulement sur le leader du classement. Toujours Metz, Vannes et Grenoble qui sont donc en queue de classement. On reste dans l'actualité football avec le 8e de finale de Coupe Gambardella pour les U19 de l'Estac. Un match attendu avec impatience par ces jeunes joueurs qui avaient en 32e de finale éliminé le finaliste Sochaux dimanche. C'est Valenciennes qui se présentait au terrain tout temps au complexe Henri Terré dans le but de stopper la bonne dynamique troyenne. Troyes n'avait pas la tâche facile en affrontant Valenciennes, une équipe très en jambes dans ce début de rencontre. Simon Dia, notamment, menace à plusieurs reprises le but de Manoni. C'est d'ailleurs lui qui ouvrira la marque à la 27e minute à la suite d'un corner mal repoussé par la défense auboise. Ce sera d'ailleurs récurrent dans cette première période. Les partenaires de Kitambala ne maîtrisent pas du tout les attaquants valenciennois. Défensivement, c'était pas simple de tenir ces attaquants, notamment le 9 et le 11, qui avaient beaucoup de qualité. Donc il est vrai qu'en première mi-temps, on a su faire le dos rond un petit peu et tenir pour rester dans le match.
Heureusement, les Troyens vont bénéficier d'un coup de pouce du destin avec 2 pénaltys accordés en moins de 7 minutes. Les 2 sentences seront transformées vers le milieu de terrain, Sacha Pecci, qui donne donc l'avantage à son équipe au moment de rejoindre les vestiaires. Avantage de courte durée puisque dès la reprise, Gakpa permet aux nordistes d'égaliser à 2 partout. Et bien que les Troyens obtiennent plusieurs occasions de repasser devant au score, à la fin du temps réglementaire, les 2 formations sont toujours à égalité. Et en coupe Gambardella, on ne dispute pas de prolongation, on passe directement donc à la séance de pénalty. Et elle débute bien puisque Manoni détourne les 2 premières tentatives nordistes. Malheureusement, Camara et Kurnik échouent eux aussi. Arrivé à la fin de la séance, on passe donc à la mort subite et c'est Valenciennes qui craque. Haroun voit sa frappe stoppée par Manoni, le gardien de l'Estac. Un Manoni toutefois incrédule juste après son arrêt. Je l'arrête, ensuite je regarde donc l'arbitre assistant donc pour qu'il valide le tir et puis non, il faisait un geste de la main. Non, il n'est pas validé. Ensuite tout le monde a couru vers moi et puis après j'attendais d'être plus sous le tas pour regarder les arbitres ce qu'ils faisaient. Donc j'étais un peu surpris de l'attitude de l'arbitre. Et puis ensuite, voilà, je vois pas pourquoi le penalty n'aurait pas été accepté. L'Estac est donc en quart de finale, une victoire largement méritée pour les hommes d'Emmanuel Baucher. C'était un bon match, il y avait une belle opposition. On a tenu jusqu'au bout et la victoire elle est belle, quoi. Là on va fêter ça et on est content. Là. Pour ces quarts de finale, l'Estac se verra peut-être proposer un gros poisson au tirage au sort et pourquoi pas de nouveau à domicile. Pourquoi pas, hein. C'est jeudi que les Troyens connaîtront leur adversaire avec le tirage au sort. Il reste encore en course les clubs de Marseille, Sedan, Saint-Etienne, Lorient, Vesoul, Monaco ou Montpellier. Les résultats du championnat de France de CFA2 pour voir que l'Estac B s'est imposé à l'extérieur face à Jura Dolois 3-2. Dans le même temps, Saint-Louis était accroché par Selonget 1 but partout. City Game a gagné contre Jarville 3-2 au classement. Strasbourg est toujours en tête, mais l'Estac B est toujours en course pour la montée, puisque vous le savez, Strasbourg et Dijon ne peuvent pas monter en CFA. Ça se joue donc entre Schiltigheim, Estac B et Saint-Louis. On quitte le football pour tourner une page handball avec l'équipe de Rosières-Saint-Julien qui recevait l'équipe de Soultz-Boldvillers pour le compte de la 17e journée du championnat de France de National 3 féminin. On crut que ce serait facile pour les Sensés aux Caillotines puisque leurs adversaires n'avaient emmené que 8 joueuses. Pourtant, ce sont les Alsaciennes qui malmènent les Auboises, trop brouillonnes. Heureusement, physiquement et avec une joueuse en moins, Soultz finit par craquer et laisse filer le RSJH qui obtient sa 12e victoire de la saison et reste donc dans la course à l'accession. On regarde justement les autres résultats ainsi que le classement pour voir que justement dans le duel entre Hochfelden et Aronheim, c'est Hochfelden qui l'a emporté 25-24. Amnéville, de son côté, a battu Jutz de 2 petits buts, 28-26 au classement. Rien ne bouge, Aronheim est toujours en tête, à égalité avec Hochfelden. Vous le savez, Aronheim ne peut pas monter, donc ça se joue entre Hochfelden, Amnéville et Rosières-Saint-Julien en 2 points. Vous avez vu, ça se tient. On regarde les autres résultats avec notamment Sainte-Maure 3 qui a été accroché une fois de plus dans son fief 25 partout par ici. Alfortville a battu logiquement Châteauneuf et Saint-Maur s'est débarrassé de Fleury 33-27 au classement. Toujours Saint-Maur en tête 48 points, Sainte-Maure 3 en 4e position avec 37 points ne peut plus prétendre au podium. Les garçons de l'Estac ont bien réagi avec une victoire face à Beaune 32-31 malgré de nombreuses absences. Cernay, le leader, est allé battre Villefranche sur son parquet 27-25. Victoire de Vénissieux qui, dans la course au maintien, se bat là aussi face à l'Estac 29-24. Au classement, cela donne l'Estac en très fâcheuse position, toujours en position de relégable, en 12e position avec 33 points. Romilly est aussi en position de relégable dans son championnat, mais la victoire contre Bonny lui donne un peu d'air, 29-27. Un concurrent direct comme Bar-le-Duc qui s'incline, c'est une bonne nouvelle pour Romilly. Donc on regarde le classement. Romilly est 13e avec 33 points, mais rien n'est perdu pour les Romillans puisque Dieuloir, le premier non relégable, est 11e seulement. Juste avant de passer au motoball, je vous propose d'évoquer
Le cyclisme avec notre invité Benoît Drugeon. La semaine dernière, c'était votre frère Benoît qui était présent sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est vous. On ne voit que les Drugeon, d'autant que Mathieu, lui aussi, a encore ramené un bon résultat ce week-end avec une 4e place sur Cholet-Pays de Loire, course gagnée par Thomas Voeckler quand même. C'est quand même une bonne place, même si c'est que 4e. Ouais, c'est vrai, 4e en Coupe de France, surtout que c'est l'objectif un peu de leur équipe, l'équipe pro Big Mat Aubert 93. Donc c'est sûr, il fait 4e et il a un coéquipier qui fait 9e aussi. Donc là, ils sont 2e ex-aequo au classement général pour l'instant, provisoire. Donc pour l'instant, c'est bien parti pour eux. Et pour l'autre Drugeon, Benoît, c'est pas mal non plus, puisque vous avez gagné donc la manche de Coupe de France de DN2 qui se disputait ce week-end à Buxerolles. C'est un excellent résultat, Benoît. Ouais, donc première victoire de la saison pour l'équipe et pour moi. Donc, bah ouais, super content. Il y avait 145 coureurs au départ, 172 km de course et l'emporter là-bas. C'est vraiment une belle victoire, quoi. C'était prévu, l'équipe? Ça faisait partie du plan ou ça s'est mis dans l'échappée à partir du moment où vous avez participé à l'échappée? En fait, au début de course, il y a eu une échappée de 7 coureurs. J'avais deux coureurs de mon équipe dedans. Et ils ont fait au moins 120 km devant comme ça. Et en fin de course, à 3 tours de l'arrivée, ça a recassé derrière. On est ressorti à 14 coureurs. Et on est revenu sur les échappées, les 7 échappées. Et on arrive donc à 5 km de l'arrivée, on ressort à 5 de cette échappée-là, j'étais dedans. Et après, l'arrivée, c'est en haut d'une côte de 800 mètres en palier, c'était assez spécial comme côte. Et donc on arrive à 500 mètres, il y a le reste de l'échappée qui rentre sur nous. Et puis il y a des gars qui ont lancé le sprint assez loin, j'ai attendu, et parce qu'il y avait le vent de face, une route qui ne rendait pas. Et j'ai réussi à déborder le mec à 50 mètres de la ligne, et donc à l'emporter. Ça lance bien la saison, ça? Ouais, c'est sûr que depuis le début de saison, je marche déjà bien. Au plage vendéenne, j'ai fait 5e du classement général, et déjà 4e, 6e et 2e d'étape. La semaine dernière, mon premier objectif, c'était Nantes-Segré, que j'ai donc la semaine dernière, et je suis tombé à cette course-là. J'ai réussi quand même à être dans l'échappée, mais à la fin, il m'a manqué un petit peu de jus avec la chute. Et donc, je gagne le week-end d'après, donc c'est nickel. Les Drugeons sont décidément bien en forme. On reparlera avec vous, pourquoi pas, du VTT pour savoir s'il y a une reconversion possible de la route au chemin de Montaigu, par exemple. Merci, Benoît. On passe au motoball avec samedi au stade Gaston Arbouin, le cadrage. Retour de Coupe de France entre le SUMA et Robion. Au match aller, les sumaïstes avaient partagé les points avec les sudistes, 3 partout. Autant dire, oui, que pour une première à domicile, la victoire était obligatoire. On dit souvent qu'une entame de match réussie aboutit à une victoire. Le SUMA y a sans doute pensé en ouvrant le score dès la 3e minute par son capitaine Nicolas Wisiorek. Les Diables Rouges pensaient bien enfoncer le clou 5 minutes plus tard en obtenant un pénalty, mais Julien Lenoir le manque, tout comme Nicolas Wisiorek à la 20e minute. Les pénaltys, on ne verra d'ailleurs que ça dans cette rencontre. Les arbitres sanctionnent à outrance dans ce match. Beaucoup de pénaltys, il y a eu plus de pénaltys quasiment que de coups francs. Alors on va savoir est-ce que c'est un problème d'arbitrage, c'est un peu dur à voir, quoi. Mais bon, l'arbitrage c'est pas terrible comme d'habitude. Et ce n'est pas fini puisque les 2 hommes en blanc accorderont 2 autres pénaltys. Un pour Robion qui sera raté par Raguin à la demi-heure de jeu et un autre réussi par le SUMA grâce à Goutorbe quelques minutes plus tard. 2-0 à la mi-temps pour les Troyens, scénario parfait. Ce match était bien une histoire de pénalty. Les joueurs du Midi en obtiennent de nouveau, tous les 2 transformés. Mais voilà, les Diables Rouges tenaient trop à la victoire et avec un but de Lenoir et un autre de Wisiorek à la 66e minute, le SUMA s'impose 4-2 et se qualifie donc pour le tour suivant de la Coupe de France. On est encore un petit peu court, on a encore un petit peu un manque de compétition, mais disons que le cadrage de la Coupe va nous faire du bien. Maintenant, il y a des jeunes qui commencent à sortir un petit peu, faut progresser encore un peu plus pour la première division, mais c'est de bon augure. Après cette qualification, les Troyens vont pouvoir se concentrer sur le premier match de championnat dès la semaine prochaine face à Monteux.
Quelques brèves à présent pour vous dire que c'est Grégory Zieba du TOS Triathlon qui a gagné la première course de la saison sur route. Elle se disputait au No. Il gagne en 21 minutes 12 secondes devant Alex Doria d'Aix-en-Othe sur un circuit de 6 km 6. Et puis en tennis de table, sachez que les Romillons en National 4 se sont inclinés face à Infi 9-11. Les féminines en National 3 en revanche ont quant à elles battu Etival 10-6 alors que le TOS Leno a été sèchement battu par Siltigheim 10-0. Et enfin pour finir, lors des championnats de France élite de développé couché, les tossistes ont ramené beaucoup de podiums de leur voyage à Port-la-Nouvelle dans l'Aude. Vichet Duang, Daniel Nguyen et Dean sont les grands vainqueurs de cette journée, ainsi que Vincent Ancinas, vice-champion de France, une fois de plus. Allez, c'est l'heure de rejoindre nos amis du VTT avec l'organisation dimanche prochain sur les hauteurs de Montaigu de l'Enduro des Grandes Vallées. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes alignés, là, telle une organisation huilée. Cet Enduro des Grandes Vallées, c'est une manche d'une organisation bien particulière, je crois. Oui, c'est une manche du Trophée EREC. Trophée EREC qui s'est créé pour la première année l'année dernière. C'est uniquement sur le Grand Est, je crois. C'est tout le Grand Est, ouais, Lorraine, Champagne, Ardennes. D'accord. Donc on a des manches qui vont de Metz en passant par les Ardennes à Semois jusque Troyes, et ça prend ce triangle-là. C'est combien d'éditions? C'est la 2e édition. D'accord. Donc l'an dernier, c'était on La essuyait toute les première, plâtres. ouais. On se rôde, on voit ce qui ne va pas, et cette année, on essaie de faire au mieux. Pourquoi avoir choisi Montaigu, Sébastien? C'est le côté technique du Très parcours, technique. très technique, les racines, et puis c'est assez proche de Troyes. On voulait aussi pouvoir cibler Troyes, le département de l'Aube. Ouais. Et puis bon, c'est nos endroits où on roule aussi souvent en entraînement. Donc on voulait faire découvrir au reste de la région notre beau chemin, nos beaux chemins de Montaigu. Quelle retombée vous avez eue de l'édition de l'an dernier, dont on peut voir les images justement? De bonnes retombées, les gens ont été bien surpris du parcours. De la dureté? De la dureté, du côté technique. Plein de personnes nous ont dit ils avaient peur que ça soit plat, et au final, vraiment de la pente, des sauts, tout ce qu'il fallait pour faire un bel enduro. Les gens étaient globalement très satisfaits. Ben justement, on va demander au vainqueur de l'an dernier, Thomas Hartstern, voilà, je ne me trompe pas. Vous l'avez disputé donc l'an dernier, vous l'avez gagné. Comment vous l'avez trouvé, vous, comparativement à d'autres C'est vrai qu'on fait beaucoup de courses nationales, et les courses régionales, ça se développe depuis assez peu longtemps. Et c'est vrai qu'on fait surtout en fonction du terrain qu'on a, quoi. Donc Ouais. c'est sûr qu'ici on n'est pas dans les Alpes, on a un dénivelé qui est assez limité, mais ils arrivent quand même à tirer de très beaux parcours du peu de dénivelé qu'on a, quoi. Donc quelque part, vous voulez dire que c'est facile un petit peu pour vous, pour un spécialiste comme vous? Non, c'est juste que c'est pas que c'est plus facile que dans les Alpes, c'est juste que quand on court dans les Alpes, on a des spéciales qui font une demi-heure, là ça dure 3-4 minutes, quoi. D'accord. Dans le meilleur des cas, quoi. Et l'opposition, ouais. Mais c'est quasiment aussi technique. Oui, l'effort n'est pas le même, mais justement, il faut quand même le produire. Hein, sur Ouais, 3-4 après minutes. c'est des courses régionales, donc on sait que on y va. C'est très bien pour rouler dans le coin, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'opposition? Est-ce qu'il y avait des gens de votre valeur, votre rang? Ouais, il y en a toujours. Hein. Il y en a toujours, On se donne le mot? Ouais, non, il y en a toujours. C'est sûr que cette année, sur l'édition 2011, le niveau sera beaucoup plus élevé, quoi. Donc ça veut dire que vous serez présent Je serai présent le week-end prochain. pour remettre le titre en jeu. Ah, je vais essayer. Est-ce qu'on a déjà, Frédéric, des idées des gens qui peuvent se présenter à l'édition 2011 Oui, des noms? Tout à fait. Notamment l'un des meilleurs pilotes en France et au niveau mondial, qui est Jérôme Clemens, qui va venir. On a la chance qu'il vienne sur une course telle que la nôtre, avec. C'est la 2e édition, donc elle n'a pas beaucoup de renommée encore, mais là, il vient, donc je pense que Thomas va avoir du pain sur la planche pour essayer de le battre. D'accord. D'autres noms ou oui, des paris peut-être, des outsiders? Il y a Greg Noss qui vient, qui est un très bon pilote aussi, ainsi que Ludovic Auger, qui lui fait de la descente et qui était champion de France cadet, qui vient cette année. Donc il sort un peu sa discipline, il vient sur l'enduro, donc ça va être intéressant pour lui. Et puis nous, on est content de l'avoir aussi. D'accord. Comment ça s'organise une épreuve comme ça? Je crois savoir que vous avez le soutien du CCC, du club Champagne-Charlotte.
Ouais, c'est ça. En fait, on a le Club Charlotte en fait, qui va nous amener énormément de bénévoles le jour J, puisqu'on a des postes de sécurité comme sur certains passages sont engagés. On met des bénévoles en cas de chute, en fait, pour prévenir. Et ça demande pas mal de monde, parce qu'on a 2 spéciales qui tournent en même temps. Oui. Et ça demande pas mal de monde de soutien. Donc, comme le Club Charlotte Champagne est plutôt orienté route, Oui. moi j'y étais avant et ils sont ouverts aussi au VTT. Donc, ils ont eu la gentillesse d'accepter de nous soutenir et de nous aider pour l'organisation. D'accord. Est-ce qu'on va retrouver des spéciales étendues? Ça fait combien de kilomètres à peu près Non, spéciale cette année, on a décidé justement de se centrer sur Montaigu. L'année dernière, on repartit sur Bouilly. Cette année, ça va être vraiment sur Montaigu. Ouais. Et justement, pour le public, ça sera facile d'accès à pied. Il n'y aura pas beaucoup à marcher entre les spéciales. Ça sera intéressant. Donc il n'y aura pas besoin du buggy forcément. Le vélo qui est derrière nous, qui donc peut très bien servir pour disputer cet enduro des Grandes Vallées, est-ce qu'il est spécifique, particulièrement une épreuve comme la vôtre? Oui, on note que c'est un vélo qui a un petit peu plus de débattement qu'un vélo traditionnel. On peut aussi voir ce qui fait la spécificité des vélos, c'est la tige de selle télescopique, qui permet en fait de la baisser dans les parties descendantes et engagées pour pouvoir balancer le vélo derrière. En pleine course Non, pendant la course. Pendant la course, on peut baisser sa selle, on a le temps. Ouais, là il y a éventuellement la gâchette, mais il existe les commandes juste à côté des manettes de vitesse. Au guidon. Au guidon, ouais. Et on baisse la selle dans les parties engagées et dès qu'on repédale, on remonte pour avoir la pleine puissance pour exploiter. C'est un sacré atout, ça. Ouais, c'est un sacré atout. Ouais. Et vous avez une fourche télescopique aussi Fourche télescopique, donc avec beaucoup de réglages. On se rapproche des réglages de la moto, en fait. Oui. Et ça marche très bien. Ouais, c'est un petit peu plus. Ça pas de Benoît. C'est autre chose qu'un vélo de course. Je ne connaissais pas du tout le système réglable là, de la tige de selle télescopique. Ça m'étonnait aussi. Il me disait qu'il y a une commande en fait au guidon, et puis là je vois une petite tige sous la selle pour pouvoir régler ça. Et il me disait que c'était obligatoire apparemment. D'accord. Pour les meilleurs, c'est vraiment indispensable parce que l'enduro, c'est 80% de descente et 20% de montée à peu près. D'accord. Donc, dans les 20% de montée, faut vraiment envoyer quoi. Benoît, c'est peut-être un profil de carrière qui vous intéresserait, ça, le VTT, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, c'est sûr que l'hiver, au lieu de faire du cyclocross ou... Ouais, voilà, j'en fais beaucoup l'hiver avec des copains du TAC, un club UFOLEP du coin. Et ouais, c'est sûr que le VTT, c'est surtout quand on est en bande, on rigole vraiment. Surtout quand nous, on est en préparation pour la saison de route, quand on a un temps comme on a eu cet hiver avec la neige et tout. C'est pratique. Ouais, c'est pratique. Sébastien, est-ce qu'on peut avoir une idée du prix que peut coûter une machine qu'on a derrière? On est entre à partir de 2 000 € jusqu'à des prix qui peuvent aller jusqu'à 7 000 - 8 000 €. D'accord. Est-ce qu'il est encore possible, messieurs, de s'inscrire pour l'enduro des Grandes Vallées? On est complet. Complet. L'année dernière, on était 120 participants. Cette année, on est passé à 150 et on a même plus. On est 160 inscrits. Ouais. Donc, on est complet depuis 15 jours, 3 semaines. D'accord. Si on veut voir la course, comment on fait? Parking de Montaigu. D'accord. Parking de Montaigu, après fléchage pour les accès spectateurs. D'accord. À partir de quelle heure? À partir de 9h30 le matin jusqu'à peu près 17h. Ah oui, d'accord. Vous vous arrêtez pas? Non. Bon, merci messieurs. Je vous souhaite bonne chance donc pour cette organisation qui a lieu dimanche, je vous le rappelle. Rendez-vous parking de Montaigu dès 9h. En attendant, on regarde les autres événements sportifs du week-end avec samedi notamment la première compétition avec du badminton, le championnat national 3. Le PL3 reçoit Mâcon, c'est à 16h et c'est au COSEC 3. Du basket avec le BCSA qui affronte Aubervilliers en National 3, match décisif toujours pour le BCSA qui doit absolument gagner pour rester dans la course à l'accession à 20h et c'est au complexe Bianchi à Saint-André-les-Vergers évidemment. Le même soir, il y a du full contact avec le championnat régional organisé par l'ATTB, c'est à 20h et c'est au gymnase de l'UTT. Et puis enfin pour terminer, du cyclisme, on n'en finit pas décidément, avec le prix de Saint-André, un prix 2-3 organisé par l'UVCA 3. L'arrivée est prévue aux alentours de 16h, avenue Charles de Refuge, face à Carrefour. Voilà, ce journal est terminé. Merci d'être resté en notre compagnie. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous sportif.